Il y a toute une préhistoire à l'épigénétique. On avait ces débats anciennement sur l'inné et l'acquis. On pourrait dire que l'inné, c'est la génétique et l'acquis, c'est l'épigénétique. Et on s'est rendu compte en biologie que les mêmes gènes donnaient des caractères différents. Un des exemples que j'aime beaucoup, c'est l'histoire des abeilles qui vont donner des ouvrières ou, si elles sont nourries différemment avec la gelée royale, donnent des reines qui vont vivre 20 fois plus longtemps que les ouvrières. Donc il y a un effet de l'environnement sur les gènes. La révolution épigénétique, c'est plus récent. On parle d'un domaine médical qui est plus le domaine de Semira. En oncologie, donc, il y a énormément d'intérêt au sujet de l'épigénétique parce qu'on a remarqué que les tumeurs présentent énormément d'aberrations épigénétiques qui pourraient expliquer l'évolution de la maladie. Donc ça fait déjà de nombreuses années qu'on analyse en profondeur l'épigénétique des différentes tumeurs et qu'on peut adapter le traitement pour avoir des meilleurs résultats. Et puis récemment, dans les dernières années, il y a un engouement et je pense que la véritable révolution épigénétique dont on parle vient de là, dans le domaine notamment de la prévention des maladies, particulièrement la prévention des maladies chroniques, où on a remarqué que les personnes malades présentent des grands changements épigénétiques par rapport aux personnes qui ne sont pas malades. La génétique est immuable, alors que l'épigénétique peut, dans certaines circonstances, changer. À l'intérieur de notre corps, c'est comme l'histoire des abeilles ou même des chenilles qui sont chenilles à un stade de leur vie, avec les mêmes gènes deviennent des papillons. Eh bien, les humains, c'est pareil. Au début, on est un embryon, et on a des gènes qui nous permettent d'avoir des membres qui poussent, des organes qui se développent. Et puis ensuite, ces gènes-là sont éteints pour qu'on ait d'autres gènes qui nous permettent de faire marcher nos organes, qui s'allument. Alors que toutes nos cellules de tout notre corps ont exactement les mêmes gènes. Et ces gènes doivent être très finement éteints ou allumés, si possible au bon moment, de manière harmonieuse pour qu'on puisse finalement vivre. C'est justement tous les caractères épigénétiques, ce qu'on définit scientifiquement comme l'épigénétique, c'est tous ces caractères qui vont régler cet allumage, éteignage des gènes, pas seulement allumé-éteint, mais aussi le degré d'importance du gène. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Chacune de nos cellules a exactement la même génétique. La génétique est la même pour chacune de nos cellules. Et la différence entre une cellule d'œil ou de foie, c'est la manière dont ces gènes sont régulés, sont exprimés différentiellement, et ça, c'est l'épigénétique. Jusqu'à ce que je commence à travailler sur l'épigénétique, j'avais cette notion que tous les médecins, et pas seulement les médecins, que notre environnement au sens large influence notre santé, notre risque de maladie, produit des maladies même dans certains cas. Et l'environnement au sens large, ça veut vraiment dire évidemment l'environnement physique, voilà, c'est l'environnement physique, chimique, ça veut dire ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on se met sur la peau, ça veut dire l'environnement social, économique, parce qu'il va influencer tout un tas d'effets chimico-physiques sur nous. Ça veut dire aussi la quantité de soleil, la température et autres. Et on le sait depuis très très longtemps que ce qu'on mange, combien d'argent on a, va influencer énormément notre état de santé. Et il y avait une sorte de boîte noire. Comment ça marche? Ça on ne le savait pas trop. Et ce que je trouve passionnant, et c'est là que je pense qu'il y a une révolution en épigénétique, c'est qu'avec l'épigénétique, on ouvre la boîte noire. Et on commence à comprendre, on est au début, mais on commence à comprendre quelques-uns de ces mécanismes. Comment notre environnement, comment une relation sociale peut se traduire via des changements physico-chimiques que l'on peut, même dans certains cas, mesurer. Au niveau de l'hélice ADN. Voilà, exactement, sur notre ADN, qu'on pourrait presque voir avec un microscope, on est presque. Et comment cela se traduit sur notre état de santé, sur notre risque de maladie. Je pense que c'est tout à fait le début de la médecine personnalisée qui va permettre de personnaliser les expositions. Jusqu'à maintenant, la médecine personnalisée s'intéresse surtout à la personnalisation des thérapies. Là, on est en prévention. Et là, on est en prévention. Donc la génétique nous permet de personnaliser
la prévention en disant, voilà, vous avez les gènes qui montrent que vous êtes plutôt sensible ou résistant à tel métabolisme de telle vitamine ou autre. Et l'épigénétique, on va pouvoir dire, ce que vous avez fait jusque-là dans votre vie, on va le vérifier, on va le doser, on va le quantifier. Et ça va permettre ensuite j'espère bien, de mettre en œuvre des actions de correction, de renforcement. Alors, dans le domaine de l'épigénétique et du style de vie et de la prévention des maladies, on en est au stade, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même les recherches qu'on mène nous, où on peut doser, quantifier plusieurs paramètres qui sont d'importance, notamment celui de l'âge épigénétique. Là, la science derrière ce paramètre-là est très solide. Il y a de nombreux groupes de chercheurs internationaux qui arrivent à des conclusions très similaires. Et puis c'est quelque chose qu'on fait intuitivement. Quand on rencontre quelqu'un, inconsciemment ou consciemment, on va lui donner un âge. Et parfois, on est très surpris. Et c'est un petit peu cette même idée de dire, mais on peut avoir un âge sur un passeport qui est très différent de notre âge biologique. Et maintenant, on a les moyens de mesurer ça chimiquement. Alors la promesse de notre entreprise, c'est vraiment de mesurer cet âge biologique, cet âge épigénétique, selon une méthode que l'on a développée et que l'on est en train de breveter, qui permet vraiment de refléter le style de vie de la personne. Donc on va mesurer l'âge épigénétique et puis on va pouvoir aussi expliquer quels ont été les impacts épigénétiques de ton style de vie dans 4 domaines différents qui sont l'alimentation, l'activité physique, la consommation d'alcool et la consommation de tabac. Donc ça va permettre au fond à des prestataires de santé qui donnent des conseils pour un changement de style de vie quand c'est nécessaire, comme par exemple des médecins, de faire un bilan avec leurs patients en disant ok, voilà, quelle est la situation chez vous? Je ne vais pas l'inventer, on va la mesurer et quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez faire quelque chose, il serait souhaitable que vous fassiez quelque chose. Et comme l'épigénétique est dynamique, des actions de prévention, des programmes de prévention peuvent être mis en œuvre et ensuite on peut retester après 6 mois, 1 an, 2 ans l'âge épigénétique, l'impact épigénétique du style de vie pour voir s'il y a eu une amélioration. L'âge épigénétique, il est vraiment lié à la longévité, au risque de développer des maladies chroniques, au risque d'avoir un déclin cognitif et autres. Donc c'est vraiment une mesure qui existe. Les données génétiques, elles permettent d'identifier une personne intimement, mais elles permettent aussi d'identifier les frères et sœurs, les enfants, les parents. Donc quand on donne notre ADN à une entreprise génétique, on donne aussi celui de toute notre famille proche. Ce qui n'est pas le cas avec l'épigénétique, où l'épigénétique, nous, on va mesurer un effet de l'environnement. Donc ça peut être n'importe qui. Mon frère peut fumer beaucoup plus et ça ne va pas permettre de l'identifier.